le savez, on en parle depuis hier, il y a beaucoup d'événements dans notre pays, beaucoup de grands événements. Il y en a un qui aura lieu en partie ici en 2023. On va parler à présent de la Coupe du Monde de rugby, la prochaine, et ces enjeux, surtout ces enjeux d'aujourd'hui et de demain. On en parle tout de suite, s'il vous plaît, avec Germain Gracq-Aubert, directeur associé chez Engie, qui est expert territoire pour l'organisation France 2023. Elisabeth Counou, entrepreneuse, experte digitale. Et Maëlle Besson, responsable sport WWF, expert environnement. Merci à tous les trois de votre présence parmi nous aujourd'hui. On va parler donc de ce qui sera la 10e Coupe du Monde de l'histoire. Sachez que selon un dernier sondage, 80% des Français y sont favorables à l'accueil de cet événement sur notre territoire. Événement qui aura lieu un an avant les Jeux Olympiques, bien sûr, du 8 septembre au 21 octobre 2023. Vous pouvez noter déjà. Il y aura, alors on en parle beaucoup, des retombées économiques, 17 000 emplois créés ou soutenus, 620 joueurs qui vont nous venir du monde entier, 1,2 milliard d'euros de retombées indirectes. Ça, c'est important à signaler aussi dans l'accueil de ce genre de grands événements. C'est un événement fédérateur, c'est un événement mobilisateur pour tous et partout. Quelques images tout d'abord et on en parle ensuite avec nos experts. À tous ceux qui ont une détermination sans faille, ceux qui ne font pas de bruit mais soulèvent des montagnes, à ceux pour qui l'abnégation au service du collectif est une philosophie, ceux qui puisent dans le regard des anciens la sagesse de demain, ceux qui font de leurs convictions le moteur de leurs actions, ceux qui ont le courage de se battre pour leurs rêves. Si toi aussi, tu es convaincu qu'aussi grand que tu sois, seul tu ne gagneras jamais, mais que par la force du collectif, tu dépasseras toutes tes limites. Si pour toi aussi, ce n'est pas une question de pouvoir, mais de vouloir accomplir ce qui est au plus profond de toi, vivre plus fort, affronter la peur et mener le combat du cœur, avec respect, toujours avec respect, alors nous partageons un lien unique. Soyons sport et bien plus encore. Ensemble, brougeons les lignes. France 2023, événement qui nous attend, dont on va parler ensemble. Vous êtes tous les trois, je l'ai dit, des experts dans vos domaines, des experts du Lab 2023, qui est un think tank que France 2023 a créé en vue de réfléchir à tous les enjeux qui accompagnent ce genre de grands événements, des enjeux technologiques, sociétaux, environnementaux, et vous accompagnez du coup le comité d'organisation dans vos domaines respectifs. Germain, le défi lorsque un pays comme le nôtre organise un tel événement, c'est qu'il soit pas seulement l'événement des villes où auront lieu les matchs, mais véritablement l'événement de tout un territoire. Et France 2023 là-dessus est vraiment très en avance. Oui, en fait, l'idée de base de France 2023, c'est effectivement de s'appuyer sur les villes hôtes, donc les villes qui vont accueillir les matchs. On sait que 80% de la population française sera à moins de 2 heures d'une ville haute et donc d'une métropole qui accueillera les matchs. Mais tout l'enjeu, c'est également d'impliquer le reste de la population et notamment de réfléchir à comment, sur le territoire, on mène un certain nombre d'actions qui permettent d'engager tout le monde. Et l'idée générale, c'est que plus que d'être spectateurs, nous, ce qu'on veut, c'est que les Français soient acteurs de cette Coupe du Monde. Et donc, on a un certain nombre d'actions qu'on va déployer. Mais je pense que voilà, je reviendrai après sur ces actions. Effectivement, vous avez parlé des villes hôtes. Il y aura 9 stades, 10 villes hôtes pour cette Coupe du Monde de rugby. Mais il n'y a pas que les villes qui vont vibrer rugby, tous les territoires et les territoires au niveau du sport aussi, parce qu'il va falloir accueillir toutes ces délégations et ça ne se passera pas uniquement dans les villes hôtes. Voilà, en fait, l'idée de base du comité qui a organisé la candidature, ça a été de se dire que les équipes qui seront participantes à cette Coupe du Monde
seront en France durant l'ensemble de la compétition jusqu'à la finale. Donc dès qu'elles seront éliminées, elles seront sur le territoire français et elles pourront participer et accompagner certains territoires, notamment sur la découverte du rugby, mais également des actions culturelles, etc. Donc en fait, on a déjà lancé un appel à candidature pour que des camps de base soient identifiés partout sur le territoire. Donc il y a une centaine de villes qui ont déjà répondu à l'appel. On va en sélectionner une soixantaine dans les prochaines semaines. Et ensuite, c'est les équipes qui choisiront là où elles voudront être établies. Et nous, ensuite, on travaillera effectivement à créer des liens entre les équipes et les territoires. Alors, il y aura des volontaires, 7000 volontaires venus de partout. Ça, c'est l'obligation quand on organise un grand événement. On a besoin de ces volontaires qui viendront de tout le territoire. Vous l'avez dit, il faudra que les Français soient acteurs. Les Français veulent faire la fête dans ce genre de moment. La fête, elle aura lieu partout pour embarquer tout le monde. Exactement. En fait, entre les acteurs, entre les villes hôtes qui chacune vont signer des conventions. Donc on a commencé à signer un certain nombre de conventions avec des villes partenaires, à Lille, à Saint-Étienne, à Marseille. Évidemment, Lyon fera partie de l'aventure. Et ensuite, donc dans le cadre de ces conventions, on signe un certain nombre de choses très opérationnelles, très logistiques, mais aussi ces villes s'engagent à organiser des animations autour et à faire de cet événement un événement dans la ville. Et puis également, il y a un certain nombre d'actions qu'on veut mener dans les camps de base. L'idée, c'est notamment de travailler avec les écoles, travailler avec les lycées sur les actions éducatives, culturelles, sportives. Et puis c'est également de profiter de toutes ces actions qui seront menées sur le terrain pour créer du contenu. Et ça fait le lien aujourd'hui avec le forum auquel on participe ici. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce contenu, toutes ces belles histoires finalement qui vont être ces belles histoires de territoire qui seront racontées, qui seront autant de contenus qu'on valorisera ensuite dans les outils de la Coupe du Monde, les outils de communication de la Coupe du Monde. Des outils dont vous allez peut-être un peu vous occuper, vous, Elisabeth Counou, parce que vous êtes entrepreneuse avec une histoire intéressante. Vous venez pas du tout du monde du rugby, c'est pas forcément votre sport de prédilection. Pourtant, vous êtes là pour apporter votre expertise. Qu'est-ce que vous voulez apporter à ce comité de candidature ? Enfin, d'organisation maintenant, puisque c'est fait. Donc effectivement, je ne suis pas du tout du monde du rugby. D'ailleurs, quand on est venu me solliciter pour être ambassadrice de la Coupe du monde de rugby, j'ai cru d'abord que c'était une erreur parce que j'ai jamais porté de maillot de rugby. Et en fait, quand ils m'ont expliqué le projet, qui était vraiment un projet d'ouverture, dont le but c'était justement de sortir de l'entre-soi des milieux sportifs en général, où c'est vraiment des cercles de personnes qui sont fans du sport et qui pratiquent, etc. Donc là, le but c'était vraiment de sortir de cela et de toucher un public beaucoup plus large, parce que ce qui réunit vraiment les gens au-delà du sport, au-delà du rugby, c'est avant tout les valeurs que porte le rugby. Et en tant qu'entrepreneuse, je me retrouve dans ces valeurs. Donc le respect, l'esprit d'équipe. En tant qu'entrepreneur, on réussit mieux quand on est entouré d'autres entrepreneurs. Voilà, donc la troisième mi-temps aussi, rassurez-moi. Bien évidemment. Ça marche quand même. donc voilà, donc toutes ces valeurs m'ont permis de me retrouver en fait dans ce comité et de me dire finalement, il n'y a pas besoin de porter un maillot de rugby pour se sentir rugby. Voilà, et donc c'est pour ça que je suis là. Alors, comme vous, il y a un public qui ne vibre pas rugby, qu'il va falloir quand même attirer, qu'il va falloir fédérer, mobiliser autour de cet événement. Comment on va faire pour aller le chercher, ce public-là ? Justement, le digital est un bon moyen de toucher un public beaucoup plus large. Déjà, la stratégie qui consiste à trouver des ambassadeurs qui sont d'horizons divers, parce que donc, parmi les ambassadeurs à mes côtés, il y a un tatoueur, il y a une championne du monde de pâtisserie, il y a d'autres experts du digital comme moi, puis il y a des sportifs d'autres milieux. Donc déjà, dès le départ, la stratégie était intéressante de toucher des personnes qui ne sont pas forcément du monde du rugby. Ensuite, l'outil digital permet, par un aspect un peu plus ludique, de toucher, d'attirer des gens qui ne connaissent pas forcément les règles du rugby, mais qui, grâce au jeu, vont être attirés. Vous êtes une influenceuse, Elisabeth Counou, c'est comme ça qu'on dit, ou pas plus que ça? Alors, je n'ai rien contre le terme d'influenceur, mais je ne me définis pas comme une influenceuse. Je suis une spécialiste du digital, voilà. Après, ma spécialité me permet d'être effectivement peut-être un peu plus mise en avant sur les réseaux sociaux parce que c'est mon boulot. Mais bon, le terme d'influenceuse, voilà.
Peut-être pas. Il vous plaît pas. Non. Bon, la présence digitale, vous l'avez dit, c'est le nerf de la guerre. Ça sera encore le cas pour France 2023. En 2015, la Coupe du Monde en Angleterre, déjà, on avait vu que c'était sur les réseaux sociaux que ça se passait. On va voir encore là, probablement avec le Japon, que ça va être ça aussi, notamment avec le décalage horaire. On va consommer cette Coupe du Monde un peu différemment. Pour France 2023, concrètement, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont pensées, qui sont réfléchies autour de ça? Alors pour revenir sur des chiffres de 2015, bon déjà le rugby, rien que le rugby touche en Asie 112 millions d'aficionados, de fans. Donc déjà on voit le potentiel que cela peut avoir. Maintenant, en 2015, il y a eu environ 1,5 million de tweets, donc 2 tweets toutes les secondes, du tweet spécialiste de la Coupe du Monde, c'était RWC 2015. Donc on voit la portée de l'événement. Il y a eu plus de 246 millions de recherches sur Google concernant l'événement de rugby 2015. Donc on voit qu'avec tous ces chiffres, le potentiel pour qu'aujourd'hui ce soit encore plus explosif, parce que bien sûr, d'ici 2023, le nombre d'utilisateurs d'Internet va encore augmenter, le nombre d'utilisateurs de mobiles ou d'applications mobiles. De connaisseurs de ça, surtout. Voilà, de ces outils. Donc, ces outils digitaux. Exactement. Donc, du coup, je pense qu'en 2023, on a vraiment de quoi faire pour toucher encore plus de personnes. Alors France 2023 s'intéresse à l'ensemble des territoires, s'intéresse à ces publics qui ne sont pas forcément de fins connaisseurs du rugby. France 2023 également connaît cette problématique, Maëlle Besson, pour tous les organisateurs d'événements, qui est la protection de la planète, la lutte contre le gaspillage, l'éco-responsabilité. France 2023 est engagée sur ces actions, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique, parce qu'il y a certaines nations du rugby qui sont directement concernées aussi. Oui, tout à fait. Je crois que France 2023 est dans une dynamique de prendre conscience du sujet parce qu'il est directement touché. On a 3 nations qui clairement sont menacées, 3 nations du rugby qui sont menacées de disparition par la montée des eaux. Les Tonga, les Fidji et Samoa. Et les Samoa. Et pourraient disparaître en cas de montée des eaux. Mais on parle là de nations assez lointaines géographiquement, mais en France, les pics de pollution qui sont amplifiés par les pics de chaleur, les sécheresses, clairement nous font annuler un nombre d'entraînements dans le niveau amateur qui peuvent avoir des problématiques sur la santé et la performance des sportifs. Donc on voit bien que c'est un sujet qui touche directement le sport. Donc France 2023 ne pouvait pas ne pas être dans cette dynamique. Donc, via le lab, on est dans une réflexion de comment on construit l'éco-responsabilité de France 2023. Il y a toujours 2 parties dans l'éco-responsabilité. Il y a la partie de réduction de son impact environnemental et puis une partie de l'héritage environnemental. Quel apport France 2023 veut apporter au sujet de la transition écologique de notre société. Et ça veut dire qu'il faut arriver à construire son événement, l'éco-responsabilité, avec une vision de 3 choses. Première chose, d'avoir une vision de l'impact réel de sa manifestation, donc quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, avoir une vision du contexte futur dans lequel l'événement va s'intégrer. Parce que là, il faut quand même qu'on se projette un peu. En 2023, et encore, si on parle d'héritage, c'est plutôt en 2030. Donc, quels vont être les enjeux de notre ville, de notre société en 2030 vis-à-vis des dérèglements climatiques. Et puis, une 3e vision de la psychologie humaine. Parce que profondément, on pourra arriver à faire un événement éco-responsable si on embarque tout le monde. Si les prestataires deviennent éco-responsables, si les organisateurs deviennent éco-responsables évidemment, mais les gestionnaires de stade, les restaurateurs, les sociétés de nettoyage et le public. Et c'est là où France 2023 peut avoir aussi un héritage de transformation des mentalités, des comportements, mais il y a besoin d'avoir une compréhension fine de comment on amène une population française, mondiale, à intégrer ces enjeux et à changer de comportement. Alors sur cette compétition, on l'a dit, il y aura 9 stades, donc un nombre incroyable de gens qui vont être amenés à se déplacer. On le sait que la question des transports, elle est cruciale. Sur ce point, il y a déjà des réponses de France 2023 qui sont apportées. Oui, France 2023 prévoit de mettre en place pas mal de choses, des bus électriques, des déplacements comme ça a été déjà initié en 2007 en train des équipes. Donc il y a une vraie réflexion de comment on construit des transports sur l'événement,
le plus décarboné possible. Donc là, c'est même 100% des déplacements des équipes qui auront lieu en train. On ne prend pas l'avion pendant cette Coupe du Monde de rugby. C'est assez fort comme engagement. Quand même. C'est très très fort et au-delà de l'économie, de la réduction en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'impact dans le modèle et dans l'exemplarité qui est donnée dans les comportements des spectateurs, des téléspectateurs, c'est encore plus fort. Alors quand on parle d'héritage, on parle de l'héritage social, sociétal, on parle des murs, des infrastructures aussi. L'un des avantages aussi de cette Coupe du Monde, c'est qu'on ne construira pas de nouveaux stades. Hein. Tout existe déjà. Ça, c'est la vraie bonne solution en fait. Dans un équipement sportif, mais à la limite dans n'importe quel produit, hein, même une bouteille de soda ou n'importe quel produit, finalement le poids environnemental de la production, le poids environnemental de l'utilisation et de la fin de vie est amorti finalement sur la durée de vie du produit, l'utilisation du vie. Donc plus on allonge cette durée de vie, plus on réexploite un équipement sportif, plus on réexploite une bouteille consignée, plus finalement on amortit le coût environnemental de la production et du traitement de fin de vie à l'utilisation. Alors comme de nombreux grands événements qui ont lieu en France aujourd'hui, France 2023 est signataire de cette charte que vous connaissez peut-être, une charte des 15 engagements éco-responsables pour les organisateurs d'événements sportifs, lancée par le ministère des Sports, lancée en partenariat avec WWF France. Cette charte, elle oblige finalement les bonnes actions, elle oblige à faire attention et attention à tout. Oui, c'est une charte avec 15 objectifs chiffrés. Donc, il y a des objectifs clairement sur l'alimentation, 50% d'alimentation responsable selon des critères du WWF, pareil pour les transports, les déchets et tout ça. L'objectif de cette charte, ça a été de rehausser le standard de ce qu'on appelle un événement éco-responsable. Il y a quelques années, en gros, on mettait des éco-cups et des poubelles de tri. On se revendiquait éco-responsable. L'objectif, c'est de créer un standard d'éco-responsabilité chez les organisateurs d'événements sportifs, puis chez les gestionnaires d'équipements sportifs. En fait, on pourra contrer un petit peu, on pourra contrer l'emballement climatique par un emballement d'initiatives et d'actions. Il faut qu'on crée les conditions d'une course à la performance, d'une course au mieux-disant. Et cette charte, elle rehausse un standard. L'étape d'après, ça va être finalement de faire passer ce secteur de l'événementiel sportif du mode éco-responsable, où on a finalement un minimum requis, à un rôle de militant écologiste, où on va prôner le fait d'être sur des sociétés, des modes d'organisation décarbonés. Et France 2023 veut carrément porter cette ambition-là. À la France 2023 avant Paris 2024 qui sera dans cette lignée aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo pour votre engagement autour de France 2023. Vous, les experts dans différents domaines. Cette Coupe du Monde, elle aura lieu dans 4 ans dans 9 villes de France. La Coupe du Monde de rugby qui commence demain. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de suivre ici en direct le France-Argentine demain matin. Pour le regarder tous ensemble et apporter du soutien, bien sûr, à l'équipe de France.